Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 71e clé et deuxième volet, deuxième chapitre de cette série de 4 vidéos qui s'intitule Le mal. Alors, bien entendu, on ne va pas nécessairement reparler de ce qu'on a dit dans la première, bien qu'on a passé pas mal de temps pour essayer de montrer un petit peu les perspectives liées à cette notion de mal, pour lequel, et évidemment, la seule chose que je vais ressoulever ici, c'est que le mal est prévalent, présent, partout, on va dire en potentiel à travers la Terre, le genre humain et aussi ceux depuis la nuit des temps. L'homme n'a jamais été profondément bon dans tout ce qu'il a fait et le mal, encore une fois, n'est pas que la déresponsabilisation d'un petit diablotin et qui serait responsable de tout ça. On va voir que loin de là, ça ce serait la notion de bouc émissaire. Et non, il est en potentiel en chacun de nous. Et l'idée, c'est de comprendre toutes ces ramifications, son mode opératoire pour mieux, justement, peut-être le dénerver, le décharger, le neutraliser en nous, j'entends bien, et aussi par rapport à être plus en paix, par rapport à son rayonnement un petit peu à travers la surface de la planète, mais pas que dans les conflits armés ou des choses qui nous dépassent, aussi dans notre vie quotidienne, que ce soit, on pourrait dire que le mal s'opère dans les agressions au quotidien dans la vie, mais même aussi dans cette malveillance que peut avoir l'humain de temps en temps, que l'on peut avoir quand on est énervé, qu'on dit une vacherie à quelqu'un, etc. Et d'essayer d'être, ça veut pas dire de passer à l'extrême et de devenir quelqu'un d'aseptisé, toujours un petit peu cuculapraline, c'est pas ça. C'est vraiment d'avoir cette notion de se rendre compte, ça c'est vraiment très important, que le mal existe partout, à travers tout et en potentiel en chacun des individus. Je ne cesserai de le dire. Et pourquoi c'est important? Parce que solutionner un problème est déjà partiellement fait quand on l'a identifié. Qu'on a identifié son modèle opératoire, et de là on est plus vigilant, tout simplement, ouvert et lucide à travers ça. Alors, aujourd'hui on va parler en fait, on va continuer dans cette notion, je vous ai dit, de Satan, du diable, c'est un adjectif et une personne iconographique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un égrégore, c'est une forme pensée qui est créditée par l'individu, chaque individu, et en retour, il crédite l'individu. C'est le même principe qu'un agrégore. Ensuite, il est aussi adjectif, j'entends dans l'étymologie, et aussi dans la perception des traditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en potentiel en chacun de nous. Alors, j'ai fait cette analogie, alors par rapport encore une fois à cet ouvrage que je vous invite vraiment à lire, il est gratuit en audio ou en PDF, et qui s'appelle La dictature du bien, où je parle bien en détail de tout ça, et encore une fois, pour comprendre un petit peu ce qui s'opère aujourd'hui, ce qui était opéré dans le passé, et éventuellement dans le futur. Alors, c'est cette notion, en fait, ce personnage, mais dans l'absolu du mal, est un pervers narcissique. Alors, on va voir quels sont les stigmates, enfin les caractéristiques d'un pervers narcissique à travers 30 points essentiels pour essayer de déceler ces personnages. Alors, je préfère vous dire par avance que un pervers narcissique, vous avez, en général, ça touche beaucoup de gens sensibles, voire hypersensibles, parce qu'en général, le pervers narcissique sent les proies entre guillemets faciles, c'est-à-dire des gens qui ont un bon cœur, tout simplement, et il en abuse. Malheureusement, le danger, ce serait de tomber, basculer dans cette idée de trop bon, trop con. Non, c'est pas, on n'est jamais trop bon. On est peut-être trop bon avec des gens qui n'ont pas la capacité à le recevoir. Ça, c'est une autre histoire. Ne sortez pas vos perles devant les porcs, devant les pourceaux. Ça, c'était de Jésus. Ça voulait dire ça. Donc, ce serait dommage, en fait, c'est une triste chose d'en vouloir à toutes les roses parce que une d'entre elles vous a piqué. Ça, c'est du père du Petit Prince, de Saint-Exupéry. C'est vrai, ce serait dommage, en fait, et c'est pour ça que je mets en garde. Des pervers narcissiques. Donc, j'en viendrai à une conclusion. Bon, il y a différents grades, différents degrés, peut-être une échelle de 1 à 10, avec des degrés très, très, très... Bon, il faut savoir qu'un pervers narcissique, en général, il naît comme ça et il meurt comme ça. C'est très très rare qu'on puisse, alors on peut l'atténuer, etc. Mais un conseil, fuyez.
Honnêtement, c'est très rare que je vous dirais ça parce qu'en général, on embrasse les peurs, etc., etc. Mais d'aventure, c'est comme si vous essayiez de raisonner entre guillemets un animal sauvage qui a faim et qui un tigre qui a la dalle et qui va vous sauter dessus. Vous pouvez lui parler dans n'importe quel langage, ça va pas trop marcher. C'est un peu l'histoire. Hein. Donc bref, après si vous sentez la capacité, il y a peut-être après il y a des thérapeutes, il y a tout ça, oui, mais en général c'est souvent c'est sous l'épiderme, hein, donc pour nettoyer ça, faut y aller. Alors, je vous ai parlé du ratio. Alors le ratio, je ne sais pas ce qu'il vaut. Honnêtement, j'ai essayé de trouver par différentes sources, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la répartition entre les hommes et les femmes serait de 75%, 25%. C'est donc un phénomène qui est plus lié à la dimension du mal, mais dans le sens masculin. 75% des pervers narcissiques seraient des hommes, et contre 25% seraient des femmes. Alors après, j'ai essayé de chercher aussi le pourcentage de pervers narcissiques à la surface de la Terre. Pareil, c'est très difficile à trouver. J'ai quasiment pas trouvé. J'ai trouvé un truc, mais je suis pas tout à fait sûr. Je l'ai trouvé 2 fois, mais bon, est-ce que ça veut dire que je ne sais pas. On dirait 1% de la population. Ça me paraît quand même beaucoup. Bon, peu importe. À la limite, en plus, à mon avis, ça dépend aussi, enfin, de lieux, d'époque, probablement aussi de pays développés, en pays émergents, etc. Enfin bon, il y a sûrement pas mal de paramètres, à la limite, peu importe. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un pervers narcissique? Alors, bien entendu, c'est peut-être pas exhaustif, hein, il y en a 30. Il exige la perfection chez les autres, se pensant absolument parfait. D'accord? Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est il flatte, en fait, il oscille systématiquement entre flatter l'ego des personnes et ensuite, l'inverse, mettre les personnes plus bas que terre. D'accord? Donc, c'est très difficile à vivre avec quelqu'un. C'est en gros, ah, t'es magnifique, chérie. Puis ensuite, 2 heures plus tard, mais t'es qu'une grosse, enfin, voilà, le genre de truc. Et c'est vrai aussi dans l'amitié. Donc, en fait, le pervers narcissique, et dans cette idée du diable, la même modèle opératoire, c'est que il vous fait perdre confiance en vous. C'est-à-dire s'il vous flatte sans cesse l'ego, eh bien, vous allez tomber dans un péché d'orgueil, dans le sens où vous allez péter et en gros vous allez être imbu de vous-même. Et en parallèle, si vous rabaisse tout le temps, eh bien, vous allez tomber dans les basses vibrations, malheureusement, du manque de confiance en vous, etc., qui peut être un autre extrême qui est nocif. Alors, ensuite, il est instable. C'est une personne qui est en perpétuel changement. C'est-à-dire, il change d'avis comme de chemise, il est gentil, puis il est méchant. Alors, dans les attitudes et aussi dans les perceptions, dans les avis. Avec vous, mais aussi avec les autres. On le verra tout à l'heure. Il est souvent violent, verbalement, j'entends, émotionnellement aussi. Et il peut l'être aussi physiquement, mais c'est souvent de la violence verbale. Ok. Et souvent, il a cette tendance à dire, en gros, tu m'as obligé. En fait, c'est l'accusation, l'inversion accusatoire. D'ailleurs, dans cet ouvrage, je vous dis, il y a un moment, il frappe justement le personnage et en gros un peu comme quelqu'un de violent, genre je sais pas, le gars qui mettrait un coup à sa compagne en disant non mais enfin c'est ta faute, tu m'as poussé à bout, etc., tu m'as énervé, alors que non, c'est toi qui sais pas te maîtriser. Donc toujours dans cette notion de violence verbale, soit c'est souvent verbal et encore de foutre la responsabilité sur l'autre. Tu m'as obligé. Il se victimise sans cesse. C'est toujours, il se victimise, il se déresponsabilise surtout. C'est jamais la faute des autres. Les autres ne sont pas assez bien pour lui, ne sont pas assez intelligents pour comprendre sa grande largesse du cœur, d'intelligence, de sagesse, etc., etc. Bon, bref. 7. Sans cesse, il fait culpabiliser les autres. Et il est très fort dans cet art-là. Parce qu'en fait, il est bon dans la rhétorique, on va le voir après. Il fait du chantage affectif sans cesse. 9, il est très souvent dans le mensonge. Après, encore une fois, c'est pas ce que je vous donne là, c'est beaucoup de recherches que j'ai pu faire, d'expérience, et puis aussi de ressenti en fait. Donc c'est encore une fois, c'est à degré. Il y a peut-être des gens qui vont l'être plus ou moins sur certains aspects. Encore une fois.
Oui, je vous disais, pardon, mensonge, mauvaise foi, c'est souvent des inversions accusatoires, c'est-à-dire, enfin, inversion accusatoire, c'est quelqu'un qui, je vous dis n'importe quoi. Il y en a eu encore un il n'y a pas très longtemps. Le gars qui, en quelque sorte, dans les commentaires, vous agresse, et vous essayez de lui répondre gentiment, il vous régresse une deuxième fois, une troisième fois, et puis à un moment où lui dites, enfin un truc du genre non mais, enfin voilà, excuse-moi avec ton aigreur et enfin excuse-moi passe ton chemin, etc. Et puis il va vous retourner la tête du genre ah bah tu vois, tu parles de bien-être, d'harmonie, et puis tu m'accuses de souffrance et de trucs. Attends, mec, tu me cherches depuis. Enfin, j'en ai eu un il y a pas très longtemps. Le gars, mais c'était juste infect. J'essayais de garder comme ça. Le mec, je comprends qu'il est violent. Pourquoi? Parce que c'était pas un pervers narcissique, mais le mec a été meurtri par une affaire horrible, un assassinat en effet, Samuel Paty, immonde, que tout le monde condamne, à part une minorité de gens complètement dans l'obscurantisme. Et le mec se fait en gros un strike de tous les croyants. Donc croyant signifie, parce qu'il est marqué au fer rouge, signifie forcément lobotomisé, qui veulent forcément convertir tout le monde, etc. Bon, bah, en l'occurrence, non. Et moi, j'avais mis un post sur Dieu, bah, en l'occurrence, c'est des vidéos que j'avais fait avant, et le mec, propagande de secte, c'est pédosatanisme, bon, ok, merci, sympa, très réducteur, sachant qu'en plus, tu sors des trucs, t'as juste lu le titre, t'as vu Dieu, donc forcément, tu mets ça. Il n'y a rien de catholique dans ce que je mets nécessairement. Donc, stigmatisation, en plus, le Vatican, arrêtez, il y a peut-être des pédophiles, mais tout le monde n'est pas, évidemment. Enfin, des stigmates, les raccourcis comme ça rend fou, hein, franchement. Et donc après, je lui mets par bienveillance, je peux comprendre que tu sois blessé, etc. J'en suis désolé pour toi. Moi, j'enseigne justement, t'es prof, t'es enseignant. Moi, j'enseigne par exemple l'empathie justement à l'orphelinat de Bali, etc. pour essayer que les gamins soient plus tolérants, par projection se mettent. Et le mec, qu'est-ce qu'il me raconte? Bah, je comprends mieux secte pédosataniste. Ah bah, je comprends mieux ce que tu fais avec les petits enfants à l'orphelinat. Et là, qu'est-ce que vous dites? Et franchement, je suis humain, j'avais juste envie de lui dire, bah va te faire foutre, mec, je peux plus rien pour toi, c'est mort et tout. Et si je lui avais dit ça, il m'aurait fait ça, il m'aurait fait un coup du genre, ah bah tiens, on voit ta grande sagesse, etc., etc. Bon bref, ce que je vais vous dire, c'est un peu dans l'idée de de cette notion de l'inversion accusatoire. C'était juste pour illustrer ce point. Alors. Le pervers narcissiste 10 a un ego surdimensionné, il pense être supérieur à tout le monde. Bon, ça c'est bien connu. Alors, en général, le pervers narcissique est très intelligent. Je connais pas, enfin je n'ai pas connu, je n'ai pas eu témoignage de pervers narcissiques un peu limités, un peu débiles quand même. Ils ont une forme d'intelligence particulière, un esprit qui va, et surtout en fait un fort art de la rhétorique. Bah, d'ailleurs en fait, si vous lisez ce personnage, enfin le fameux Lévi Athan, hein, ou Charles Athan, le père et le fils, deux en un, c'est un pervers narcissique en fait. Et le mec, il va vous faire bugger parce qu'en fait, volontairement, j'ai créé ce personnage avec toute cette complexion d'un mec qui vous fait bugger à un moment en disant putain mais c'est de la merde ce qu'il dit, mais en même temps il a peut-être pas tout à fait tort là-dessus. Bon, c'est aussi pour provoquer cette notion de dualité, ou même dans des gens que vous n'aimez même pas, parfois il peut aussi avoir des idées qui ne sont pas complètement à jeter ou à formuler différemment. Bref, il fait souvent diversion, vu qu'il est fort dans l'art de la rhétorique, c'est l'art de la tchatch. En fait, il a la grande gueule, il a la tchatch, il vous retourne le cerveau sans cesse dans la manipulation, il vous fait passe d'un côté, et vous êtes, ça s'amuse, en gros, il joue avec vous, quoi. Et souvent, ils aiment les proies, en fait, hein. Ils adorent ce côté, ce pouvoir jouer avec les gens, etc., où ils vont revenir à vous. Ça, c'est très masculin aussi dans ce côté pervers narcissique, ils vont avoir plusieurs conquêtes, et puis toujours se détacher en disant non, mais je n'est pas en couple, je t'appartiens pas, et puis gros chantage affectif, et puis dès que la personne va leur échapper, je veux te quitter et autres, ah ben non, tout de suite on va revenir, être gentil, etc. Enfin, et très fort dans la tchatch, quoi, dans la rhétorique. Ils font souvent diversion. C'est-à-dire sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire en fait, ben ça c'est beaucoup aussi, je dis pas que les politiques sont dans la perversion, mais beaucoup les avocats ou les politiques. D'ailleurs, ça c'est des choses qu'on enseigne dans tout ce qui est loi, enfin l'art de la rhétorique, mais c'est dramatique, mais c'est comme ça. En gros, plutôt que de dire bah je ne sais pas à une question,
vous passez à une autre question. Vous vous envoyez une autre question et en fait vous faites diversion, comme ça, ni vu ni connu. Si la personne n'est pas avisée en face, eh bien, elle se fait avoir. Donc, en fait, il ne supporte pas avoir tort, ni d'être contredit. Ça, c'est quelque chose parce que ça touche son ego. 14, il invoque toujours la logique, la rationalité pour justifier ses goûts, ses volontés, alors qu'en général, c'est par pur égoïsme, en fait. Mais en fait, il manipule pour arriver à ses fins, en fait. C'est surtout ça, son grand art. En fait, il manipule, bon ça c'est par extension, il manipule subtilement les gens en leur faisant faire des choses sans leur consentement. C'est un petit dictateur en fait, sauf qu'il vous endort et en fait il vous injecte entre guillemets une sorte de, comment dirais-je, d'anesthésiant pour vous faire passer la pilule. Et puis en fait, il est pas imbuvable évidemment, il a un côté sympathique parfois. Quand il est au top, bah, c'est génial et c'est magique, mais c'est ça qui fait sa perversion. C'est qu'en fait, un pervers narcissique, vous êtes bien, enfin, j'imagine dans un couple notamment, les femmes sont bien avec lui au moment où il est au top, il est super gentil, il est charmant, il est flatteur, etc. Donc c'est le paradis, en fait. Et puis c'est les montagnes russes, parce qu'après, quand il redevient horrible, eh ben, la personne, elle est anéantie. Alors, quand revient ce côté bonté, c'est une autre injection et c'est juste comme de l'héroïne. C'est comme si vous faisiez un shoot. Ah putain, je suis shooté, je suis bien. Et puis boum, ça redescend, je suis trop mal. Et tiens, quand il le voit, boum, il sait à quel moment vous le réinjectez. Et à un moment, en fait, vous êtes complètement sous son emprise. En fait, c'est ce qu'il kiffe. En fait, c'est ça sa perversion. C'est qu'en fait, c'est la perversion. En fait, c'est la jouissance de la faiblesse des autres et de manipuler, d'avoir cette notion de pouvoir sur l'autre en fait, dans la matière. Et c'est quelque chose qui, comment dirais-je, la perversion, en fait, la jouissance de voir quelqu'un se faire tabasser ou je sais pas, enfin des gens qui j'entendais quelqu'un qui disait qu'il y avait c'était Stéphane Edouard qui disait qui connaissait une personne ou son ex ou je sais pas où le couple, son kiff c'était de regarder des avions s'écraser. Excusez-moi, mais là, il faut quand même avoir un sacré niveau de perversion. Il faut quand même être, je sais pas, mais il y a des gens qui adorent ça, genre se faire torturer, etc. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me révulse, qui me choque profondément, qui me met en colère limite, qui me dit en fait non mais tout le monde n'a pas le droit de vivre. À la limite, enfin à l'extrême, vous voyez ce que je veux dire, ça viendrait de moi, quelqu'un de horrible quand c'est comme ça. Mais la perversion c'est atroce, c'est un cancer, mais c'est à gerber quoi. Bon, excusez-moi, je me suis un peu emporté d'ailleurs. J'ai crédité le mal. Vous voyez comme quoi c'est toujours même on a beau connaître la théorie, on tombe tout le temps, plusieurs fois par jour. Alors, il crée toujours un malaise, une atmosphère pesante et il est très fort pour sortir des dossiers, sans cesse. Et vieux truc, il le sait en fait. Il sait qu'à un moment, quand il perd pied, il va ressortir un dossier et boum, il va vous remettre dedans parce que vous allez essayer de vous défendre, vous débattre, etc., etc. 17, il est évidemment mauvaise langue, pour ne pas dire langue de pute. Il est mauvaise langue, c'est-à-dire qu'en fait, il a tendance à tout critiquer, et puis sur les amis, sur sa compagne, sur son compagnon, etc., etc. Il parle énormément, 18, il y en a 20, il n'y en a pas 30, pardon, je me suis trompé. Il parle énormément sur le dos des autres, mais énormément, et justement, 19, il change son discours avec d'autres. C'est-à-dire que, limite, le jour où il décède, et que les gens se regroupent, eh bien, ils vont avoir différentes parcelles de cet être. Il a différents, c'est limite que s'il n'est pas schizo en fait. Il adapte, franchement, il change complètement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, ça en fait perdre son latin. C'est pour ça que parfois, même ceux qui sont en couple, si des amis leur parlent, essaient de les éclairer, ils vont dire non mais attends, c'est pas du tout, tu le connais pas quoi. Enfin, tu le connais pas dans l'intimité. Et les amis vont dire non mais toi non plus, tu le connais pas parce que je te jure. Je parle même pas si le mec est dragueur, si en plus il est volage, etc. Je parle même pas de ça. Hein. Je parle juste dans ce côté où il peut savonner sa propre compagne, ses amis, ses enfants. Enfin, c'est une personne sans morale, sans foi ni loi en quelque sorte. En fait, souvent, je vais vous dire aussi, c'est des gens qui n'ont un peu comme les psychopathes.
qui n'ont pas en fait d'émotion. Et donc du coup, ils sont obligés d'aller à l'extrême. Aller à l'extrême pour essayer de susciter quelque chose en fait, pour se sentir humain en fait, parce que ce qui sépare l'humain de la machine, c'est bien ça, les émotions. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas pour excuser. Hein. Alors, et dernier, il est nombriliste, il est égocentrique, il est égoïste, il a un ego surdimensionné. Alors, faisons justement lien avec le 6e point, qui est par rapport à cette notion de Satan, et puis dans l'absolu, tous les gens que vous pouvez considérer comme tels. Mais encore une fois, là, on va pas rester que dans le pervers narcissique Satan, et puis aussi nous tous en potentiel qui pouvons l'être aussi. Alors, Satan, comme je dis, c'est pas un super héros, mais c'est un super égo, c'est le chef des égos. Alors justement, il y a un passage, et en fait qui est de Rumi, qui emprunta un hadith musulman qui dit, c'est Satan qui rencontre un individu et qui lui fait dire, si tu veux me ressembler, dis un maximum de fois je. Et il dit, c'est le jeu du jeu. Le jeu de jouer, gaming, jeu de jeu. Et en fait, il dit oui, c'est moi le maître du jeu, etc., etc. Et il adore comme ça à chaque fois se gargariser, rappeler que c'est lui qui. En fait, il est toujours dans ce truc systématiquement dans l'ouvrage. Vous verrez, j'ai tout fait, j'ai tout vu. C'est moi qui suis à l'origine de tous les méfaits de la planète. Donc parce que l'humain est trop con, qu'il n'a pas de discernement, il est tombé à chaque fois dans mes pièges. Mais en même temps, j'ai rien fait. Donc c'est déjà, on se dit, Monsieur Schizo. Parce que il est à l'origine de tout ça, mais c'est pas lui. Hein, des responsabilisations, et l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit tout le temps, non mais en fait, moi je propose et l'homme dispose. Et ce qui est pas complètement faux. Et en fait, c'est là où il fait perdre son latin aux gens, dans l'absolu, en tant que métaphore, en tant qu'énergie, en tant qu'égrégore, c'est que, encore une fois, oui, il est de force suggestive. Donc il est imbu de lui-même, il est toujours dans le péché d'orgueil, et puis en parallèle dans la déresponsabilisation. Il pense évidemment dans cette idée de la figure dépasser Dieu, car l'homme est indigne. Donc en fait pour lui, l'humain c'est de la merde, c'est une merde. Et d'ailleurs en fait durant tout le livre il dit non mais attends, je n'ai eu de cesse que de dire à Dieu dès le départ, je ne veux pas me prosterner devant cette bête immonde. Donc il m'a viré, alors que c'est pas vrai, c'est lui qui dit je démissionne, en fait je me casse parce que je ne peux pas tolérer ça. Et en fait il ne passe son temps à ruminer, à dire voilà, j'avais raison, regarde l'humain c'est une merde, regarde il a fait que des méfaits, regarde ceci, regarde, et il met toujours la lumière. Mais en fait c'est lui qui à chaque fois pousse à l'extrême les gens pour commettre l'irréparable. Mais encore une fois, le danger serait que chaque individu se dise ah bah oui mais non mais c'est pas de ma faute, c'est le Satan, c'est machin. Non. Et en fait c'est là où vient toute la subtilité. J'espère que vous me comprenez dans ce truc-là, c'est que c'est une résonance intérieure et extérieure, mais du même ordre que c'est la même résonance avec Dieu, est à la fois intérieure et en tant qu'égrégore l'ensemble. Donc en fait vous le créditez, vous le laissez s'exprimer, et c'est la même chose en fait. C'est des vases communicants. Alors soit vous laissez la place à Dieu dans l'unité, soit vous laissez s'exprimer la partie démoniaque en vous, en nous, tous, potentiels, et chaque idée est perversible ou disons peut être dépravée. Je pense que vous aurez compris. Et donc ouais, en fait, il dit, je mérite la place de Dieu parce que Dieu, entre guillemets, est limité, parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas compris. Moi, je suis plus intelligent que tout le monde. J'ai vu dès le départ que l'homme était allait être faible et allait commettre que des méfaits tout le temps. Vous voyez, c'est toujours ce truc-là. Et donc moi, je suis plus intelligent, donc Dieu le voit pas, Dieu l'admet pas, alors que c'est moi qui ai raison depuis le début. Moi. Moi, je. Si tu veux me ressembler, dis un maximum de fois « je ». Alors, c'est toujours cette histoire, je vous dis, de paradoxe entre le fait de s'enorgueillir, il est à l'origine de tous les tous les méfaits, et la déresponsabilité. Je propose, l'homme dispose, montrant sa fourberie et en fait son côté serpent, c'est-à-dire qui est littéralement fourbe, en fait. C'est j'y vais pas, en fait. C'est ce côté insupportable, quoi, en fait. Et quand je disais en fait, il montre que dans tous les schémas humains, il s'introduit et déprave. Et il dit en fait, vous sortez pas du. En fait, il provoque sans cesse. Il provoque. Il a aussi cet effet de tester la foi. Et
en fait, de lucidité aussi de Lucifer. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, à plein de reprises dans le personnage, il lui dit, mais en fait, les humains, vous êtes vraiment des cons. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous voyez trop binaire, blanc, mal, etc. Pourquoi vous sortez jamais de votre triptyque à la con, du genre le bourreau, le sauveur, enfin le bourreau, la victime et le sauveur? Et il dit, mais qui te dit qu'il n'y en a pas d'autres encore? Pourquoi vous les inventez pas? C'est à vous. Pourquoi vous voulez toujours qu'on vous fasse tout le boulot à votre place? Et en fait, il est toujours dans cette dynamique, et là-dessus, il n'a pas tort. En fait, c'est toujours, je vous dis, cette déresponsabilisation. Non, mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est le Satan. Non, mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est mon éducation, c'est ma belle-mère, c'est mes traumatismes, c'est tout ça. C'est la déresponsabilisation. La déresponsabilisation, c'est le principal écueil à l'émancipation, l'éveil individuel et collectif. Ça, je pense que vous aurez bien compris. Alors, ego, un suppôt de Satan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai essayé d'expliquer à plusieurs reprises cette notion d'ego. Ego, c'est pas négatif en soi. C'est un bon servant, mais c'est un mauvais maître. C'est un bon servant quand il nous sert, dessert. C'est comme un véhicule, c'est comme une voiture, elle nous emmène à un point A, un point B, etc. Il y en a qui sacralisent leur bagnole, ils se prennent en photo, ils s'en occupent plus que leur compagne, leur compagnon, c'est un peu moins vrai dans l'autre sens. Bon bref, je pense que vous aurez compris, ils sacralisent, ils matérialisent, etc., etc. Donc l'ego, c'est une enveloppe. L'ego, c'est une enveloppe. Ok, bon, il y a des enveloppes plus attractives que d'autres, on va dire. Bon, ça c'est une question de goût, bien entendu, je plaisante. Mais une enveloppe, c'est quoi? Vous l'achetez l'enveloppe normalement, à part si vous gardez le timbre. Enfin, ça n'existe plus trop, mais c'est la lettre qui compte, c'est l'intérieur qui compte. Bon, alors vous allez me dire oui, il est gentil et tout. Oui, on est bien d'accord, j'en ai parlé sur la clé de l'amour, etc. Oui, je suis pas un hypocrite. La première chose que j'ai trouvée jolie, c'est la lettre de ma femme. C'est sûr que de loin, j'avais pas vu qu'elle était aussi intelligente, brillante et remarquable et j'en passe et des meilleurs. Bon, elle avait une magnifique énergie et un aura incroyable, mais oui, je l'ai trouvée resplendissante. Mais après, des jolies femmes, il y en a, j'en croise tous les jours. Donc, bref, bon entendeur, salut. Ce que je veux dire, en fait, l'enveloppe, c'est l'ego. Et ensuite, l'intérieur, c'est la lettre, c'est l'essence, c'est le cœur, c'est les vibrations, c'est tout ça, c'est ce qui prime. Et je sais que dans une société matérialiste et qui a tout basé sur le physique et l'apparence, bon, encore une fois, il y a un bon dosage entre les deux. Ça ne veut pas dire l'un a raison, l'autre a tort, et ainsi de suite. C'est un petit mix de tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est que cette notion d'ego, c'est un véhicule. En revanche, c'est une dynamique, en fait. L'ego, sa raison d'être, sa raison d'exister, c'est de se séparer, se distinguer. C'est-à-dire par le meilleur et par le pire. Se distinguer de l'absolu, de la masse. C'est-à-dire, vous pouvez vous distinguer en détruisant ou en construisant. D'accord? Par votre effet de nuisance ou de bienfaisance. Vous pouvez vous distinguer parce que vous entreprenez des belles choses, c'est l'ego. Et c'est pas mal. D'accord? C'est l'individualité, dualité dans l'individualité. Vous êtes séparés. Dans la Genèse, l'existence, c'est se séparer de la peinture globale. Vous êtes obligé de vous en extraire pour voir la différence entre là, ici, là, toi, moi, etc. Même si c'est la conscience qui s'exprime. D'accord? Donc, l'ego n'est pas mal en soi. C'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté à chaque fois. C'est juste, en fait, il est souvent la dynamique. Alors, il y a tout un laïus dans La dictature du bien. Je fais 20 minutes de petite fiction rigolote, entre guillemets, sur un mec qui écrit un article sur l'ego et comment s'en libérer, etc. Et en fait, il se fait bâcher, défoncer par plein de sur les réseaux sociaux. Et en fait, à la fin, il pète un câble. Et en fait, à chaque fois, il essaie d'être bienveillant. Puis à la fin, il pète un câble et puis il incendie tout le monde. Et puis à la fin, il détruit même tout son post et tout son article et tout le temps qu'il investit parce qu'en fait les gens dans leur perception veulent toujours avoir raison, n'ont pas de discernement, arrivent là, machin, enfin bon, bref, on connaît l'histoire, il suffit de regarder, pas besoin d'aller très loin dans l'inspiration pour comprendre que tout est inspiré de faits réels en général, voilà. En fait, je suis pas très créatif, je suis juste observateur. Bon entendeur, salut. Bref. Petit aparté. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il explique bien en fait cette notion que l'ego c'est comme un trou noir. Un trou noir, si vous connaissez en physique, en fait c'est une densité tellement forte qu'elle aspire tout sur son passage. C'est-à-dire même l'espace-temps. D'accord? Elle englobe tout. Donc en fait l'ego c'est un peu ça. Il y a une force centripète, qui se la pète, centripète, et il attire tout à lui. Égocentrique, égo nombriliste, etc., etc. Donc il ramène toujours tout à lui.
D'accord? Mais en l'occurrence, les trous noirs, pour ceux qui connaissent la physique, c'est à l'origine de la dynamique de l'univers. C'est ce qui permet en fait, par cette force de centripète qui vient à lui-même, ça permet aussi l'expansion de l'univers par la force centrifuge. Dès que vous avez une force, vous avez forcément sa force opposée, yin-yang. Okay, donc c'est un vecteur opposé. Donc c'est à l'origine de la dynamique de l'univers, je parle en physique. Mais pareil en métaphore de l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, il crée aussi le surpassement des gens. La compétition, par exemple, moi je suis désolé, en fait, si c'est pour écraser les autres et défoncer, dire je suis le meilleur, machin, etc. Bon, ça c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Chacun, moi je cautionne pas. Mais si c'est juste, moi je me souviens, j'ai fait de la compétition de gymnastique quand j'étais gamin, adolescent, jusqu'au niveau national. J'étais, bon bref, scolairement j'étais champion de France, mais on s'en fout. Là, c'est l'ego. Non, 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 on peut aussi être fier. Hein. Je veux dire, à l'époque, dans mes entretien d'embauche, je disais tout le temps ça pour dire, voilà, j'avais des objectifs et puis je suis parvenu à ce résultat, j'en suis très content. J'ai rencontré, pas plus tard qu'il y a quelques jours, 3 fois champion de Turquie d'escrime. Bah, le gars était fier, c'est logique. Le mec, c'est du travail hein, quand vous réalisez quelque chose comme ça, 3 fois d'affilée en plus. Bon bref, ce que je voulais dire par là, c'est que et à l'époque, on se tirait la bourre avec Benjamin, mon beau copain, bah, c'était le frère de Baptiste que j'ai perdu. Et en fait, c'était sain. C'est-à-dire que je me souviens, bon, on avait 2 ans d'écart, donc en plus on n'était pas dans la même catégorie. Quand j'étais Benjamin, il était minime et ainsi de suite, ensuite cadet, etc. Et en fait, on avait sensiblement le même niveau. Et je pense qu'il était un peu plus fort que moi. Et en fait, de temps en temps, j'arrivais un petit peu à revenir, etc. Et j'étais admiratif, en fait. Et j'avais besoin de ça parce que ça me poussait vers le haut, en fait. Parce que si vous êtes toujours entre guillemets, le leader et tout, regardez en athlétisme, si vous connaissez courir à la corde tout le temps, ça veut dire être le premier, eh bien, c'est difficile. D'ailleurs, vous voyez de temps en temps les gars qui disent, bah, je sais pas, un Éthiopien qui dit au Somalien derrière, vas-y, passe devant, on reprend le relais un petit peu parce que, voilà, on se repasse le truc comme ça. Parce que c'est plus facile, en fait. Donc, la compétition, elle n'est pas mal en soi. C'est juste, quand c'est aveugle et c'est juste pour écraser les autres, c'est évident. Donc, je pense que c'est assez clair là-dessus. L'ego, c'est la dynamique. C'est ce qui permet l'expansion, etc., le développement, etc. L'entreprise, la différenciation n'est pas mal en soi. En revanche, c'est quand elle devient une finalité. Et puis, le fait d'écraser les autres. Je pense que c'est assez clair. Mais, en fait, c'est... comment dire vous savez... j'aime à dire en anglais age got out, ça veut dire la membrane au-delà de laquelle est Dieu. Alors c'est incompréhensible et très difficile à traduire, mais ça sous-entendrait que vous êtes le grand tout. Bah, en fait, c'est la fameuse phrase que j'essaie de dire, mais qui est empreinte d'un Nadi qui dit « Quand je suis, tu n'es plus. Quand tu es, je ne suis plus. » Je vous invite à méditer là-dessus. Ça veut dire qu'en gros, si je suis toujours dans le je me rapproche du Satan, et donc ce n'est plus Dieu qui s'exprime, et quand je laisse Dieu s'exprimer, alors mon petit écho disparaît. C'est toute la dilution, ce qu'on appelle l'ivresse divine dans le soufisme, c'est ça, c'est cette idée qui, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'univers, tu es l'univers entier dans une goutte. C'est ça, cette notion et cette manifestation, divine, et où, enfin, si on lui laisse la place ou pas. Alors, la déresponsabilisation, elle est propre à l'ego, je vous dis, c'est sa raison d'exister. La différenciation et la déresponsabilisation, c'est jamais ma faute. Hein, et soyez un peu honnête avec vous, ça nous arrive à tous. Ce n'est pas de ma faute, c'est les politiques, c'est la voisine, le voisin, ma belle-mère, mon éducation, ma langue, machin, blablabla, etc. Tandis qu'un jour, quand on se dit, bon, je suis co-responsable. Eh bien, co-responsable, vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous dit « Ah, mais moi, je suis pas responsable. Appelez-moi un responsable. » Vous voyez, quand vous faites un scandale et tout. « Appelez-moi un responsable. »« Non, mais je suis pas un responsable. » Vous n'êtes pas responsable. D'accord, bah ok, appelez-moi un responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Se déresponsabiliser, c'est ça. Alors, c'est aussi toujours attendre et ne rien attendre. Toujours attendre et ne rien entreprendre. Alors, c'est cette notion humoristique du tavernier, en quelque sorte, qui met un écriteau, un panneau, et dans lequel tout le monde va tomber dans le panneau, et il dit demain on sert gratuit. Alors tout le monde le lendemain vient, machin, etc. Ils pensent boire à l'œil, ils boivent et tout, et ils sont très contents. Et puis à un moment, faut payer. Bah, comment ça, vous avez dit que demain c'était gratuit? Alors ils les emmènent, ils montrent le panneau, tout le monde était dans le panneau, ils leur montrent demain on sert gratuit. Ils demandent on est demain.
Et évidemment, on n'est pas demain parce que demain ne vient jamais. Donc, toujours attendre plus tard. Non, mais je serai heureux quand en septembre, ou je serai heureux ceci, cela, quand ce sera la fin de la crise de ceci, de cela, de ce machin, etc. Et en fait, on passe notre vie à attendre que ce soit le bon moment pour être heureux, alors que ce n'est jamais le bon moment, c'est toujours le bon moment, parce que le bonheur est à la bonne heure, et le bonheur, c'est maintenant. C'est ça qui est important. Le bonheur ne survient pas qu'à destination. Enfin, le bonheur ne survient pas et survient sur la route, pas uniquement à destination. Ça, j'aime le dire tout le temps. C'est tellement important, et combien de fois on est tous comme ça, combien de vieux regrettent des choses sur leur lit de mort parce qu'ils ont perdu leur santé et qui se disent merde, putain, si j'avais su, etc. Je me suis trop pris la tête à des bêtises. Bon, et je pense que c'est à nous tous de nous rappeler en fait à la raison à tout ça. Du même ordre, je pense que je l'ai expliqué plein de fois, cette vision très limitée entre guillemets, mais c'est un jugement et tant pis, d'attendre que un messie, les galactiques, les extraterrestres, tout ce que vous voulez, descendent et en fait fassent le boulot à notre place. Ma métaphore toujours de le gros geek qui est pas d'hygiène de vie chez lui et qui on se cotise ses potes pour avoir une femme de ménage qui vient une fois, elle va tout nettoyer, super. Sauf que dommage parce qu'un mois plus tard, s'il a les mêmes habitudes de vie, ce sera le même bordel. Donc on peut amener des messies, il y en a plein qui sont venus dans l'humanité, on les a reçus comme des chiens dans un jeu de quilles, si je puis dire, passez-moi l'expression, ce serait infantilisé. Ce serait infantilisant et non, on est censé incarner justement le changement qu'on veut voir dans le monde et manifester notre propre divinité et de montrer que nous sommes matures en tant que genre humain, c'est-à-dire que nous avons une humanité recouvrée, individuelle, collective. Ça ne veut pas dire qu'on se roule tous des pelles, ça veut dire qu'on se respecte. Tu n'as pas la même vision, ce n'est pas grave. On n'a pas la même perception, on peut rester bons copains. Je peux aimer tes 20% de positif, qui vibre avec moi et puis le reste j'en parle pas, je le vois pas et c'est pas grave. Faites ces expériences, je vous en parle clé 46, je me l'inflige depuis que je suis gamin. Dès que j'ai une idée, j'essaie de voir l'opposé. Quels sont les autres arguments en face? Je m'inflige de temps en temps d'écouter des gens pour lesquels je n'ai pas du tout les mêmes idées et j'essaie de rire avec eux. J'essaie de trouver des points positifs et il y en a toujours. Je vous conjure, il y en a systématiquement toujours. Alors, si vous voulez, la déresponsabilisation, c'est le principe du bouc émissaire. C'est quoi un bouc émissaire? Eh bien, le bouc émissaire. En fait, c'est une chèvre à la base, pour la faire très simple, c'est Middle East, Moyen-Orient, c'est pas très loin d'ici, c'est à peine à 800 bornes, c'est en Irak, Mésopotamie, les deux fleuves entre le Flat et le Tigre, d'accord? En fait, c'est babylonien à la base, c'est en fait, ça a été repris par les Juifs, etc. Et puis même de toute façon, le sacrifice de l'Aïd, ça revient de là. Mais en quelque sorte, c'est pour... c'était quoi ce rituel? En fait, on prenait une chèvre, enfin un bouc, et puis on disait, voilà, on va faire un rituel chamanique, magique, etc. Et il va prendre tous les maux, le mal de la planète, alors surtout de la communauté, et puis on va le mettre dans le désert, et puis on va le buter, en gros, et il va mourir comme ça. Et puis, grâce à ça, en fait, c'est un sacrifice aux dieux, pour que les péchés soient lavés. Alors là, quand on parle d'infantilisation et surtout de déresponsabilisation, il est magnifique cet exemple. Pourquoi? Parce que la pauvre chèvre, elle n'a rien demandé, et vous pensez que c'est parce que vous allez faire des sacrifices, du même ordre que les sacrifices humains, d'animaux, etc. à l'époque. Quelqu'un qui est dans une maturité, un rapport avec Dieu. Bon, alors Dieu, en fait, mais du même ordre qu'à l'époque, il y avait en Mésopotamie, on devait, pour honorer Dieu, on tuait son premier fils. Ok, donc Dieu, le vivant, s'exprime à travers moi pour me donner un enfant que je vais lui sacrifier, comme ça il sera content. Vous imaginez la logique humaine, j'entends. La logique humaine d'interprétation. Bon, ça c'est un jugement et je vous dis heureusement qu'on a un peu évolué quand même dans l'histoire parce que là c'est quand même c'est un peu triste quand même. Bon bref, tuer le vivant pour honorer le vivant. Le paradoxe quoi. Du même ordre que les inquisitions, on allait tuer les gens au nom de l'amour divin. Ah d'accord, ok, bon j'ai toujours eu du mal à le comprendre depuis que je suis très enfant, peut-être parce que c'est une question de non-sens ou bien de bon sens de se dire que c'est un non-sens. Alors, je pense que vous avez bien compris. Cette notion de bouc émissaire, en fait, c'est aussi la notion de l'éveil, l'émancipation de l'homme, de l'humanité individuelle et collective. Eh bien, ça passera par
par cette absence de bouc émissaire, d'arrêter de trouver des responsables, des minorités, des voisins, pas qu'à l'échelle internationale, hein, j'entends le système est méchant, les politiques, etc. Non, aussi, non mais en fait, je peux pas être heureux à cause de ma compagne, je peux pas être heureux à cause de mes enfants. Faites, entre guillemets, entreprenez dans ce cas-là, changez, discutez. Établissez la communication non violente, d'énerver, faites des formations, des thérapies de couple, de machin, je sais pas, changez dans ce cas-là. Si vous avez tout intenté et que ça ne fonctionne pas, changez. Faut pas être non plus abruti, c'est-à-dire obstiné dans ce qu'on fait. Encore une fois, les situations qui sont laissées comme ça et on se dit non, mais en fait la mauvaise volonté, en fait le tango, ça se danse à deux. Hein, on l'a étudié à Shanghai avec ma compagne. C'est une magnifique, mais bon, c'est une expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cherchez que dans n'importe quelle démarche, entreprise, dans n'importe quelle entreprise, une asso ou autre, il faut toujours être deux pour danser le tango. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut avoir une bonne volonté pour entreprendre des choses. Si dans l'amitié, il y en a un qui veut être ami avec l'autre et que l'autre veut pas, ça marchera pas. Le couple, pareil. Le nouvel ordre, enfin le nouveau désordre mondial, non, le nouveau paradigme, eh bien, si on attend que ça nous tombe du tout cuit dans le bec et que ce soit les gouvernements, si on n'est pas dans la bonne volonté de se dire, il y en a qui essayent, ils le font, on voit leur intention que c'est pas trop bien fait, mais bon, c'est pas grave, on va l'ajuster, on va tous y participer, eh bien, on n'y arrivera pas. Je vous le dis franchement. Parce que s'il y a les gens qui regardent Mirador du genre like, dislike, pas content, je confirme, je valide, tout ça, c'est de la déresponsabilisation. C'est encore une fois, c'est très facile de ne pas se tromper quand on ne fait rien. À bon entendeur, salut. Je sais que je me répète, mais bon, parfois, la transmission passe par le fait, la répétition, c'est de la dimension pédagogique. Alors, l'ego spirituel, bah forcément. Si vous voulez, l'ego spirituel, c'est sous cette notion de se dire, en fait, moi je suis éveillé, je suis éveillé, je me suis éveillé à telle heure, machin, sachant que c'est un processus infini. Hein. Je vous réfère à la clé humoristique sur message des guides, message des anges, je sais plus comment je l'ai interprété. C'est aussi dans la clé de l'humour. Où je me suis bien marré. Forcément, il y a plein de messages subliminaux. Hein. Steven là qui, je me suis éveillé. Ouais, moi je suis éveillé quoi. Je suis au-dessus de tout le monde. Je me suis éveillé à telle heure, telle date, machin. Non, tu peux avoir un flash et puis après c'est sans fin. On peut toujours s'éveiller davantage. Personne ne se dit éveillé. Enfin moi je trouve ça toujours un peu choquant. On est dans un processus d'éveil. Bon, chacun fait. Bon alors. Dans l'Apocalypse, la révélation, c'est la levée des voiles en fait, il est écrit « Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. » Alors 666, il y a plusieurs interprétations, il y en a plein. La marque de la bête, oui, la bête très bête, la bête immonde, de ce que peut faire le pire, l'humain, c'est-à-dire de se croire supérieur. C'est le borgne, hein, vous savez, le borgne, c'est celui qui a un œil en moins. Et en fait, c'est celui en fait qui un œil en moins parce qu'en fait il pense voir, mais il lui manque un œil, donc il regarde avec le mauvais œil. Vous comprendrez la petite subtilité, c'est-à-dire qu'en fait il va juger tout le monde et en fait il va créditer la mauvaise énergie en fait tout simplement. Et donc au final il n'est pas supérieur aux autres, il est au même niveau hein, quelque part que même les gens qui seraient aveuglés ou moutonnants, etc., etc. Encore une fois, faut aussi avoir du respect dans ce cheminement, le rythme qui est le propre de chacun. Alors, pourquoi 666? Alors, il y a plusieurs théories. Le 7, c'est la complétude, d'accord? Le 9, c'est aussi la fin d'un cycle. On passe des chiffres au nombre et ainsi de suite. Donc, en fait, le 6, c'est l'inverse du 9. Donc, ce serait, on va dire que le 9, ce serait la complétude, l'unité, donc Dieu. Et le 6, l'inverse, ce serait l'inverse. Et surtout, c'est un chiffre, en fait, le 6 qui n'est pas encore accompli. Donc il est à accomplir et à finir. Il y a plusieurs théories, on pourrait en parler des heures, j'en parle pas mal dans l'ouvrage. Je vous invite à faire vos propres recherches, mais il y a tout et son contraire, hein, donc pour vous dire. Mais ce qui est important en fait, c'est ça, c'est cet exemple en fait d'ego spirituel qui, à mon sens, je vous ai déjà expliqué. J'en ai connu sur les réseaux sociaux des gens qui systématiquement encore confusion, fausse lumière, etc. Et en fait, je me souviens d'une personne, en l'occurrence, je dirais pas qui, même si c'est un pseudo, elle passait son temps à faire ça,
Et quand je vous dis, plus je regarde l'obscurité, et plus l'obscurité me regarde. En fait, elle passait son temps à faire du haram, 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 en quelque sorte. C'est CF, la fameuse petite histoire que je vous ai racontée dans un autre volet dans la vidéo sur Dieu, et qui figure dans l'ouvrage, comment dire, la dictature du bien. Je vous la fais simple, c'est un mec c'est un prêtre, qui va, un pratiquant, de sa foi, de son rythme, qui va en enfer, même si on sait que l'enfer c'est entre guillemets des basses fréquences, c'est pas ça. Et il se retrouve en enfer, et il peste, il s'insurge. Pourquoi? Parce qu'il y a une prostituée, elle, qui au même jour de sa mort va au paradis. Et il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc., etc. Et on lui explique en fait gentiment, non mais en fait t'as attiré dans la loi de l'attraction l'énergie que tu as le plus créée et émise. Peut-être t'as passé ton temps à faire c'est péché, c'est pas bien, c'est machin. Même quand tu priais, en fait t'étais pas sincère, tu priais pas Dieu, t'étais pas dans l'unité, tu étais dans le regard de jugement par rapport aux autres. Et toute ta vie n'a été que ça, à pester sur l'humanité parce qu'ils étaient pas assez bien au regard de Dieu. Donc en fait, t'as fait quoi? T'as crédité le Satan. Et la prostituée, elle était esclave malheureusement dans sa condition inhumaine. Et elle a essayé de donner ce qu'elle pouvait, d'être bienveillante avec l'humain, les gens en général, et elle était toujours dans la connexion divine. Donc voilà, elle était dans les hautes vibrations. Donc voilà. Encore une fois, je pense que cette histoire, elle est extrêmement importante, et cette notion, en fait, si vous voulez, d'égo spirituel, je vous dis franchement, il plombe l'éveil. Il plombe l'éveil. En fait, il met du plomb, de la noirceur dans nos ailes d'ange, en quelque sorte, dans notre ascension ascension qui requiert une bienveillance, un respect, une tolérance entre chacun, et même ceux qui, a priori, n'ont pas envie de s'ouvrir, etc., etc. Tant qu'il y a du respect, tant que les gens viennent pas vous attaquer, c'est sûr, dire des choses du genre vous êtes des abrutis parce que vous êtes des croyants, mais d'avoir, en fait, c'est insupportable ce côté, ce cumul, je dis tout le temps, en fait, le véritable éveil, ce n'est pas en fait un cumul de savoir, des bibliothèques poussiéreuses, et on connaît plein de choses, on est des sachants, mais c'est une pratique du cœur. Et peu importe que vous soyez érudit ou pas, tant que vous êtes dans la pratique, mais pas que dans un temple ou dans un lieu, c'est contempler la vie, vous honorez la vie, et vous êtes en harmonie avec la vie et avec les gens, quels qu'ils soient, à mon sens. C'est ça, en fait, qui permet de s'affranchir du danger, de l'ego spirituel, de l'ego dans l'absolu. Et encore une fois, je ne fustige pas, je suis juste tenté humblement, et je m'inclus dans tout ce que je vous dis, bien entendu. Je peste parfois, je me saoule parfois, c'est relou d'être relou, comme le dit Orelsan. Et voilà, je vous invite juste à méditer sur tout ça, c'est extrêmement important, ce ne sont pas des détails. Bon, après vous en faites ce que vous voulez. C'est juste quelques outils pour vous aider, si tant est que ça puisse l'être, utile, de façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, de champs du cœur, de ce que vous voulez, pour ouvrir les portes que vous le souhaitez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!